Un signal de détresse, puis silence radio. C'est à cette situation qu'a été confrontées les autorités qui ont dû gérer un crash d'avion avec à son bord une quarantaine de passagers lors d'un exercice orchestré par la préfecture ce matin. Quels sont les projets du rectorat de Guyane qui doit affronter bien des défis, dont celui du nombre croissant de jeunes scolarisés et celui décroissant de professeurs? Alain Hayon-Lecama a présenté son ambitieuse feuille de route. Orlane Jadfar est de retour et elle est en pleine forme alors que la chanteuse entame sa saison carnavalesque avec le groupe Paganon. Elle nous présente son nouveau clip Alimeta et est sur le plateau pour en parler avec nous. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Sachez que cette page d'information est disponible en direct sur Facebook. C'est aujourd'hui qu'ont concrètement débuté les États généraux. Les habitants de l'Ouest ont été les premiers consultés sur leur vision de la Guyane de demain. Plusieurs thèmes ont été abordés et des ateliers proposés pour un résultat final qui sera dévoilé dans quelques mois. Les observations de Jocelyn Otinoé. Non, la commission thématique relative à la gouvernance s'est très bien déroulée. Bien entendu, dès le début de la séance, nous avons rappelé un peu la méthodologie, la démarche, l'essence même et les principes des États généraux. Et donc l'ensemble des participants ont contribué de manière extrêmement conviviale, puisque nous leur avions demandé notamment de s'exprimer sans agression verbale, que les débats devaient être le plus sereins possible, et les gens ont tous joué le jeu. De nombreuses interventions ont eu lieu, et certaines ont porté principalement à l'inadaptation des règles, la nécessité de faire que la Guyane dispose des possibilités de légiférer en quelque sorte pour adapter les règles et normes à son territoire, aux différences, aux caractéristiques de son territoire. Des questions ont été posées sur l'article 73 et 74. Quels étaient les choix? Est-ce qu'il n'y avait pas nécessité de reposer la question, bien entendu? Et il y a eu de nombreuses questions concernant l'immigration, la déstructuration avec les nouvelles institutions qui sont mises en place, notamment des autorités coutumières, c'est-à-dire que toutes les facettes institutionnelles ont été peu ou prou abordées. En mars dernier, le maire de Roura et président de l'Association des maires de Guyane avait annoncé sa candidature pour les législatives de la première circonscription avant de se rétracter. David Richer a finalement décidé de se lancer dans la course et affrontera Lénaïque Adam, Davy Riman, José Makébé et Richard Joigny en mars prochain pour être élu député et ainsi rejoindre Gabriel Serville sur les bancs de l'Assemblée nationale. Que se passerait-il si un avion disparaissait dans le ciel de Guyane et que tout contact était rompu avec son équipage? C'est à cette question que s'est efforcée de répondre la préfecture en effectuant un exercice de crise ce matin, exercice grandeur nature qui a nécessité la présence de 150 sauveteurs, pompiers et gendarmes sur les bords du pont de la Comté à Roura. Les précisions de Pierre Tréfou. Pour se rescaper d'un crash d'avion, ces jours ne sont pas comptés. Les secouristes sont vrais, les outils aussi. Seule la blessure et le crash ne le sont pas. Il s'agit d'un exercice SATER, un exercice de secours aéroterrestre, qui a simulé un crash d'un aéronef. Beaucoup de moyens ont été déployés pour l'exercice, et c'est le sous-préfet qui est le directeur des opérations, dont le rôle est la coordination des équipes de secours. 24 familles qui sont toujours présentes à l'aéroport, prises en charge par les services de l'aéroport et accompagnées en particulier par des psychologues de la CUMP, du SAMU, qui sont venus en renfort. Voilà. Ok. Donc là maintenant, on sait qu'on a 25 décédés, 20 blessés. Donc la priorité c'est la prise en charge des blessés, bien entendu, pour faire des évacuations et traitements médicaux. L'autre sujet ça va être l'enquête, l'identification. Donc là c'est les services de gendarmerie qui sont en charge de ce volet-là. Pour identifier un maximum de personnes dans un temps le plus contraint possible, de façon à renseigner les familles. Le sous-préfet qui est DOS, donc directeur des opérations de secours, et en fait l'ensemblier, le coordinateur. J'ai le pilotage et l'animation de toutes les équipes qui se trouvent sur le site à ma charge. C'est les services des pompiers, donc du SDIS de Guyane, les services du SAMU, donc toute la partie médicale et traitement des urgences médicales absolues ou toutes relatives. J'ai également la charge de coordonner et d'animer les actions qui sont portées par les forces de sécurité intérieure. Ici, on est en zone gendarmerie, donc ce sont les gendarmes qui étaient à pied d'œuvre pour sécuriser
sécuriser la zone et pour faire les premières localisations des victimes en forêt. Donc le sous-préfet qui est dépêché sur place sur le poste de commandement opérationnel est en fait l'ensemblier, le coordinateur. Ces exercices sont nécessaires pour l'entraînement et la coordination des équipes sur le terrain. Ils sont confrontés à des scénarios catastrophes auxquels ils sont peu habitués. Ce genre d'intervention quand même, c'est pas courant. De mémoire, le nombre d'avions qui sont tombés en Guyane, on peut les compter sur le doigt de la main. Mais c'est vrai que c'est pour cela d'ailleurs qu'on fait l'exercice, qu'on se prépare à ce type d'exercice. Nous sommes plutôt habitués aux accidents de la route, aux accidents, je dirais, de moindre importance. Mais ce type d'exercice, je le répète, nous permet de nous préparer. Pour l'exercice de secours aéroterrestre, une centaine de personnes a participé au scénario. Pompiers, gendarmerie, SAMU et la Croix-Blanche ont été mobilisés pour porter secours aux fausses victimes. Le dernier exercice en date datait de 2015. Assassiné dans l'indifférence générale, le meurtre d'Andy reste un choc, d'autant plus que l'agonie du jeune Martiniquais, loin de susciter l'empathie, a plutôt réveillé la curiosité malsaine des usagers du métro qui ont préféré le filmer alors qu'il rendait son dernier souffle. Éric Dupuis est de retour sur les lieux du drame quelques jours plus tard. Des fleurs et un mot déposé à l'endroit même où Andy est tombé vendredi. Dans cette station immense de Châtelet-Les Halles, au cœur de Paris, des milliers de personnes courent chaque jour pour attraper leur métro ou leur RER. Ils sont quelques-uns à se recueillir, certains sont des habitués. J'étais un peu choqué en fait d'être passé par là et qu'une heure avant il y a eu un meurtre. Je suis passé juste pour me recueillir un petit moment parce que c'est désolant que des jeunes partent comme ça si facilement, juste pour un accès de violence. Maryse est choquée par la violence gratuite. Oscar, qui travaille juste en face mais n'était pas là vendredi, est outré par l'attitude de certains témoins de la scène. Il filmait Andy à terre sans lui porter secours. C'est démoralisant en fait, le fait qu'il y ait une personne à terre qui saigne et qu'il y ait tout le monde sur son téléphone et personne pour réagir pour l'aider. En fait, je pense qu'on a perdu à ce niveau-là notre part d'humanité. Moi, je suis arrivée peut-être 2 heures après, mais le corps était toujours là. Il y avait un périmètre de sécurité, donc des gens prenaient aussi des photos. C'est une situation dramatique. Je pense que chacun doit se questionner sur son comportement à avoir dans un futur. Pour cet agent qui a travaillé dans la police du métro parisien, ses comportements sont inadmissibles et répréhensibles. À aucun moment, personne n'a été faire un point de compression sur le jeune pour essayer de lui sauver la vie. Voilà, tout le monde est resté à l'écart. En tant que policier, il faudra rappeler à ces personnes-là qu'elles se rendent coupables d'un délit. Voilà, non seulement en ce qui concerne la diffusion de vidéos, de ce type de vidéos sur les réseaux sociaux, le manque de respect pour la dignité humaine, le partage des vidéos, mais en plus de ça, il y a la non-assistance à une personne en péril. Jimmy Terrine nous rappelle enfin que malgré la présence de nombreux policiers et agents de sécurité, cette station de Châtelet-Les Halles reste un point particulièrement sensible des transports parisiens. Direction la Guadeloupe, où la prison de Fontsarail est complètement bloquée par des gardiens qui protestent contre des agressions dont ils font l'objet. Un reportage d'Anne-Elisabeth Hartsen et de Moïse Dexter. À l'instar de leurs collègues du nord de la France, les agents du centre pénitentiaire de Fontsarail rejoignent la mobilisation nationale. Ce matin, on était plus de 80 personnels à bloquer l'établissement. Nous nous mobilisons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que jeudi dernier, nous avons eu 4 collègues qui ont été agressés par un terroriste. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'à Bemaro, nous n'avons pas de terroristes, mais nous avons des détenus à profil très très difficile. Nous avons eu un collègue en novembre dernier qui a été ébouillanté. Nous avons eu 2 collègues féminins qui ont été aussi agressés. Le syndicat dénonce par ailleurs le manque de solutions concrètes apportées par l'administration. Je ne vais pas vous cacher, ils ont fait pas beaucoup de choses pour nous, je dirais. Ça avance tout doucement, mais ce que nous voulons, parce que nous sommes en urgence absolue dans l'établissement. Les détenus se font agresser entre eux. Les agents pénitentiaires sont agressés aussi régulièrement. Donc nous n'en pouvons plus. Donc aujourd'hui, nous nous mobilisons pour l'effectif, je dirais aussi pour notre sécurité. Les agents du centre pénitentiaire de Fontsarail devraient reconduire leur mobilisation ce jeudi et entendre durcir le mouvement dans les semaines à venir. Au chapitre santé, le premier congrès caribéen sur le cancer de la thyroïde a commencé hier en Martinique. Professionnels de santé, associations et politiques ont fait le point sur cette maladie qui touche majoritairement des femmes. Un reportage de Louis Sabas. Le cancer thyroïdien,
Un mal qui atteint la thyroïde, une glande à la base du cou qui sécrète des hormones qui influent sur le métabolisme. Chaque année en Martinique, moins d'une quarantaine de cas sont recensés, principalement sur des femmes d'âge mûr. Chez la femme, on a environ 20-25 cas par an, on va dire, qui sont diagnostiqués. Donc il y a des fluctuations. Et puis chez l'homme, c'est un cancer qui est moins fréquent. Donc on peut en avoir entre 1 et 3-4 par an. C'est un cancer qui est diagnostiqué plutôt vers 50-55 ans. Mais on a également des cas qui peuvent survenir chez les femmes un peu plus jeunes. Donc ça peut commencer vers 25-30 ans également. En proportion, il n'y a pas plus de malades du cancer de la thyroïde, hommes et femmes en Martinique, que dans l'Hexagone ou dans la Caraïbe. Un cancer très connu qui a vu de grandes avancées dans les domaines du diagnostic et des soins. Cet intervenant vient de Cuba pour parler de la méthode du traitement différencié à forte dose d'iode 131, un produit radioactif utilisé pour le soin du cancer sur plusieurs centaines de patients dans la Grande Île. Cette thérapeutique s'adresse à ceux qui ont un grand nombre de métastases. Nous pensons que de plus fortes doses offrent de meilleures chances de rémission complète. En Europe, on peut arriver à traiter des patients à 600 millicuries d'iode 131, mais en 6 fois, alors qu'à Cuba, c'est fait en 2 fois. Des doses 3 fois plus importantes qu'en Martinique ou dans l'Hexagone. Mais la prise en charge, comme les traitements, sont aussi efficaces dans notre île, avec des soins moins lourds et plus espacés dans le temps. On a eu des développements notamment thérapeutiques très importants, notamment dans les 20 dernières années, avec l'introduction d'immunologie pour la classification des patients. Aujourd'hui, le parcours est un parcours relativement simple et c'est vrai que la prise en charge en Martinique. Donc, dans la prise en charge de ce traitement, les patients doivent séjourner à l'hôpital pendant quelques jours. Ils sont isolés puisque c'est un produit radioactif et on recueille les urines. Et donc, il y a très peu d'installations de ce type. Et actuellement, c'est la Ménard qui dispose d'une chambre, enfin c'est à Clarac en fait, dispose d'une chambre qui permet d'accueillir ces patients pour toute la Caraïbe orientale. Ce cancer est d'assez bon diagnostic. Après un traitement par chirurgie ou à base d'iode 131, la survie se compte en dizaines d'années. On guérit dans la grande majorité des cas du cancer de la thyroïde. Restez avec nous, à venir dans votre journal. Une orientation post-bac plus fluide et intuitive, c'est la promesse faite par la nouvelle plateforme Parcours Plus. Et puis, nous recevrons Orlane Jetfar, avec qui nous partagerons ses orientations artistiques. Mais avant, ouvrons une page d'éducation avec la présentation des futurs chantiers du rectorat de Guyane, transformation des lycées professionnels en lycées polyvalents, élargissement des horaires de cours. La donne va sensiblement changer chez nous. Les explications de Jonathan Larieux. Les premiers mots du recteur pour cette année 2018 apportent leur lot de surprises face à une difficulté d'accueil d'élèves dans des structures qui prennent du temps à être mises sur pied. En conférence de presse, le recteur d'académie annonce la transformation des lycées professionnels de Guyane en lycées polyvalents dès la rentrée 2018. Nous allons rajouter des sections générales et technologiques dans les lycées professionnels, question de gagner un peu d'espace et de division. Aujourd'hui, en fonction des types de formations que nous allons mettre à Saint-Laurent, par exemple, sur le lycée Tarcy, on va, sur le seul lycée Tarcy, on aura entre 300 et 500 élèves de plus, ce qui va nous permettre, sans doute, avec nos calculs actuels, de relativement bien passer la rentrée prochaine. Mais évidemment, cette mesure, elle est temporaire. La mesure ne viendrait pas seule. Un an après, pour la rentrée 2019, le rectorat mettrait en place un élargissement des plages horaires hebdomadaires. Les élèves auraient plus d'heures de présence dans les établissements. On n'a pas le choix, on a une transition à gérer. Les choses reviendront dans l'ordre dans 3-4 ans pour que chacun de nos élèves ait une place dans un collège ou un lycée et que dans une classe où ils ne sont pas 35, mais une classe où ils sont à un nombre raisonnable, nous aurons l'obligation à la rentrée 2019 d'élargir les plages horaires. Est-ce que c'est le mercredi ou le samedi? Ça, évidemment, on est en train de réfléchir avec nos services statistiques. Mais il n'est pas impossible que les enfants, dans certaines parties du territoire, aillent à l'école le samedi matin. Le personnel enseignant serait aussi touché par une nouvelle réforme. Le recteur promet un surinvestissement auprès des quelques 1400 contractuels présents sur le territoire en vue de leur titularisation. On n'attend plus que les gens passent des concours partout et dans les mouvements des personnels, on voit s'ils arrivent ou pas et puis on complète avec des contractuels. Non, ce qu'on va faire maintenant, on va accélérer la formation et notamment la formation des contractuels. Ils sont déjà sur place et on va leur donner tous les moyens pour qu'ils deviennent titulaires.
Le plus ancien des contractuels chez nous, il a au moins 17 ans d'exercice. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le monter en compétences. Tant de mesures à mettre en place dans un espace de 2 ans pour un territoire qui témoigne d'un retard plus que conséquent en termes d'organisation du monde éducatif. La barre à atteindre semble placée très haute. Éducation toujours. La réforme post-bac voulue par le président Macron est en marche. Baptisée Parcoursup, cette nouvelle plateforme qui a ouvert le lundi 15 janvier promet de bouleverser le mode d'orientation des jeunes bacheliers. Présentation par M. Alain Ayan-Le-Cama, recteur d'Académie de la Guyane, au micro de Jonathan Lariot. Il y a un volet, donc comme je disais, information, y compris sur les logements étudiants, sur les offres du Crous et ainsi de suite. Et il y a une partie inscription, et dans laquelle, c'est simple, il y a l'ensemble des disciplines des universités, de l'académie. Donc ici, c'est une université, l'ensemble des filières de l'université. Et dans chacune des filières donne ses attentes, ce qu'on appelle les attributs, les attentes. Et évidemment, chacun des élèves sait dans chacune des filières ce qui est attendu, les attendus donc. Et il y a ce qu'on appelle un appariement qui fait que chacun des élèves fait des choix, même des choix groupés, et des choix qui sont flexibles. De l'autre côté, à l'université, il y a une équipe qui voit si les choix de l'étudiant si le parcours de l'étudiant correspond aux attributs, et les appariements se font. C'est vraiment extrêmement simple. Et quand un élève reçoit un avis favorable d'une filière, l'avantage cette année, c'est qu'il a la souplesse d'attendre. C'est-à-dire que si, par exemple, pour être plus clair, si un élève fait 4 choix et que son 4e choix arrive en premier, il a le droit d'attendre un peu pour savoir si son premier ou son 2e choix seront aussi satisfaits. Ce sujet s'adresse aux plus jeunes. La Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public organise un concours de dessin et de lecture à l'attention des élèves de maternelle et de primaire. Alors, à vos crayons, enfin, juste après les explications de Nadine Collin au micro de Pierre Tréfou. Le concours des jeunes dessinateurs est destiné aux jeunes de la maternelle jusqu'en CM2. Et cela consiste à permettre aux enfants de dessiner un dessin sur un support de papier format A4, A3 ou A2. Et cette année, le thème, c'est « Dessine-nous ton conte préféré ». Donc les enfants qui souhaitent participer à ce grand prix doivent remplir un bulletin d'inscription qu'ils pourront trouver soit sur notre page Facebook ou sur le site de la Fédération de la paix. Ainsi, ils peuvent aussi venir dans notre local qui se trouve au 9 lotissement Calimbé, route de Cabassou. Et le deuxième concours, c'est le concours du meilleur lecteur. Alors, ce concours permettra aux enfants de participer avec tous les autres enfants de France. Vous savez, actuellement, les enfants, maintenant, ce sont les tablettes, donc ils lisent de moins en moins. Donc, nous organisons ce concours et tous les enfants de Guyane pourront y participer. Donc, tous les enfants, je pense qu'ils ont dans leur placard un livre qu'ils ont déjà lu au moins une fois. Il leur suffit de remplir leur bulletin d'adhésion et d'écrire, raconter un petit peu l'histoire de ce livre. Et à l'issue de ces 2 concours, les enfants seront sélectionnés par catégorie. Ils auront une récompense au mois de juin prochain au niveau local et prochainement au niveau national. Les participants ont jusqu'au 17 février pour s'inscrire au concours de lecture et jusqu'au 7 mars pour celui de dessin. Elle fait partie de ces personnalités dont le nom rime avec le carnaval en Guyane et elle nous fait l'honneur d'être présente sur notre plateau pour présenter un nouveau titre brûlant. Il s'agit d'Orlane Jatfar. Bonsoir Orlane. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir aux téléspectateurs de la TV Guyane. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Chryslaure. Avant d'échanger, je vous propose de regarder un petit extrait de votre nouveau clip. Merci. Je croyais que c'était fini tout ça. Non, c'est pire depuis la disparition de Marie. Mamounier, à l'histoire, à l'image, quelle essence. À l'image vaillant, mais savez qui l'essence a pas jamais défailli. Diffère.
Alors, il s'agit d'un titre très entraînant. Quel est le message que vous avez souhaité faire passer? Alors, Alimeta, déjà, quand je parle d'Alimeta, c'est à double sens. Hein. Il y a un message de prévention aussi. Et puis, c'est au sens propre comme au sens figuré. Parce que l'allumette, il faut éviter que les enfants jouent avec l'allumette. Parce qu'ils allument du feu, effectivement, ils fêtent un feu, ils mettent du feu un peu partout. Et au sens figuré, l'allumette, c'est l'homme. Et la femme, c'est l'essence. C'est un message d'amour, en fait. Et en se disant que l'homme est indissociable de la femme. Pour faire un bon feu, il faut l'allumette, mais il faut aussi l'essence. Donc, la femme et l'homme. Vous restez assez féministe, un peu comme à l'image de notre carnaval, en laissant le rôle fort au sexe dit faible. Est-ce que c'est un choix de votre part d'être aussi féministe? Féministe, oui et non. En tout cas, je tiens à m'affirmer là où je vais, là où je suis, et surtout dans ce milieu carnaval qui est un milieu de macho. Et il est important de se faire une place dans ce soleil-là. Et oui, on va dire ça comme ça. Oui, je suis féministe, on va dire. Dans le carnaval. Mais en dehors, non, je reste à ma place de femme. En revenant à Alimeta, pourquoi avoir proposé un clip 1 an après la sortie du titre? Est-ce que c'est pour vous un moyen d'assurer la longévité de ce morceau? Tout à fait, dans la mesure où l'année dernière, je fêtais mes 25 ans de carrière et c'était du gros boulot. Et j'ai dû me concentrer, en tout cas, me focaliser sur le concert en lui-même, c'était du travail. Et d'où un peu la mise à l'écart de l'album. En tout cas, pour relancer l'album cette année, je mets en image Alimeta pour relancer l'album. Et puis, ma foi, tout le monde pense que c'est un nouveau morceau, mais non. C'est l'année dernière, mais il est promotionné qu'à partir de cette année. En parlant de fatigue, le carnaval est de plus en plus long. Alors, je ne parle pas en termes de durée, je parle en termes de fréquence. On commence à faire la fête du mercredi au dimanche. Comment est-ce que vous faites pour tenir la forme? Écoutez, je suis l'instigatrice des mercredis, on va dire, si on peut s'exprimer ainsi, parce que je fais la tournée des 1000 pattes tous les mercredis depuis bientôt 4 ans. Le jeudi, j'ai arrêté parce que, par rapport à Saint-Laurent, par rapport au bal paré masqué, la fatigue, je la gère parce que je fais comment? Je dors. Dès que j'ai un moment, même si c'est 10 minutes, c'est 5 minutes, je dors. Je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas, j'ai une vie saine et équilibrée. Le seul défaut que j'ai, c'est que j'aime bien manger. Il faut que j'arrête de manger, mais en tout cas, pour gérer la fatigue, il faut bien dormir. Où pourrons-nous vous retrouver pendant cette saison carnavalesque pour pouvoir profiter de ces titres en live? Alors, effectivement, profiter d'Alimeta en live et des autres, bien entendu. Donc, le mercredi, on fait la tournée des 1000 pattes. On commence par Kourou dès demain. Le jeudi, on est en stand-by et tout. Le vendredi, j'ai mis en place depuis quelques années la caravane de Paganon. Donc, en fait, moi, je privilégie les communes. Donc, on sera à Snamari, à Irakubo, à Mana. Et pour la première fois cette année, on ira à Maripasoula faire un bal paré masqué avec M. Auguste Hort qui sera là, toute la personne de Makuna. Et bien sûr, le samedi, le grand rendez-vous, c'est les bals paré masqués à Saint-Laurent. Et là, je tiens à remercier M. David et le bienfaiteur de Saint-Laurent qui a quand même mis en place le Kumaru Lounge, une nouvelle salle qu'il a mis aux normes, un super podium, un espace magnifique pour le public de Saint-Laurent et bien sûr du littoral. Parce qu'il serait temps que les gens de Cayenne montent aussi un peu à Saint-Laurent, parce que bien souvent les gens de Saint-Laurent descendent sur Cayenne. Il est temps qu'ils montent aussi parce que le spectacle est magnifique à Saint-Laurent, les Touloulous sont merveilleux, les cavaliers sont engageants et ma foi, j'espère que le public de Cayenne va monter aussi à Saint-Laurent. En tout cas, j'attends mon public de Saint-Laurent. On peut dire que vous œuvrez pour la démocratisation de notre carnaval. Absolument. Et aujourd'hui, je le démocratise dans les communes de l'intérieur, effectivement, mais je veux le démocratiser aussi aux Antilles. J'ai déjà commencé en métropole. C'est vrai que je ne sais pas assez parce qu'on est sollicité sur la capitale, en tout cas sur la Guyane, mais j'espère l'emmener un peu partout au-delà. J'aimerais bien aller à New York, au Canada, un peu partout. Parce qu'on a de quoi faire. On a un vivier, on a une bonne musique. Et ma foi, chaque fois qu'on la joue, les gens, même s'ils ne la connaissent pas, ils sont comme ça. Waouh. Je dis, ah ouais. Donc, il y a de quoi faire. Donc, la délocaliser aux Antilles, surtout aux Antilles. J'ai envie d'aller aux Antilles. Ah oui. J'espère que le message est passé. Merci. En tout cas, j'y travaille pour l'année prochaine. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, à notre invitation, malgré votre emploi du temps serré. En tout cas, je remercie la direction de la TV Guyane et bien entendu toi aussi, Chrisla. Tu es magnifique. Merci. C'est la fin de ce journal, mais avant de se quitter, je vous propose de revoir ensemble les titres de ce 16 janvier. Un signal de détresse, puis silence radio. C'est à cette situation qu'ont été confrontées les autorités qui ont dû gérer un crash d'avion avec à son bord une quarantaine de passagers lors d'un exercice orchestré par la préfecture ce matin. Quels sont les projets du rectorat de Guyane qui doit affronter bien des défis, dont celui du nombre croissant de jeunes scolarisés et celui décroissant de professeurs? Alain Ayang-Le-Kama a présenté son ambitieuse feuille de route. Orlan Jetfar est de retour et est en pleine forme. Alors que la chanteuse entame sa saison carnavalesque avec le groupe Paganon, elle nous a présenté son nouveau clip Alimeta sur le plateau.
Merci d'avoir suivi cette édition. Tout de suite, le journal de BFM TV. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain, même heure, même chaîne. Excellente soirée sur ATV Guyane. C'est Mounian. Belle bonsoir.